chaîne qui donne envie d'agir. Et voici le moment où nous sommes tous ensemble autour du studio, les invités et les étudiants en communication deuxième année de BTS à l'école Pigier de Saint-Herblain. Ça va, vous avez de l'énergie ? C'est une longue émission, forcément, on coupe de temps en temps entre les invités puis ce moment de débat. Voilà, comme ça vous saurez tout, connaîtrez-vous notre cuisine interne. Voici le moment du débat. Ego démesuré, problème d'ego, faire taire les égos. La représentation qu'une personne a d'elle-même est souvent considérée comme négative au sein de l'entreprise. Mais l'ego est-il si destructeur qu'on le dit ? Quel besoin s'exprime au travers de l'ego ? Comment l'entreprise peut-elle tenter d'y répondre ? Comment expliquer que l'ego prend souvent le dessus sur l'atteinte des résultats ? Comment le moi rencontre-t-il l'entreprise ? Comment est-ce que l'entreprise s'emploie à considérer chacun sur un pied d'égalité ? Et puis enfin, à quoi ressemble l'entreprise qui sait apaiser les égos ? Voici quelques-unes des questions que nous allons aborder grâce à nos invités, leurs expériences et puis aux expériences des étudiants, tous égaux. D'abord, quand on vous parle d'ego, ça vous inspire quoi ? Racontez-nous une histoire d'ego, observée chez vous-même ou chez les autres. Qui veut commencer ? Lucas, par exemple. On sort les dossiers, c'est le moment. Les dossiers, alors on va Lucas. sortir les dossiers. Qui osera parler de sa propre expérience ? Moi, je vais parler de ma propre tante, donc comme ça, Ah, c'est un c'est peu bien, une c'est expérience. bien. On va pas citer son tu nous prénom. écoutes. Non, je ne citerai pas son prénom. Une sorte de représentation de l'ego par le fait que cette personne s'invente une maladie pour attirer un petit peu l'attention sur elle-même. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle s'invente une maladie ? Je pense qu'aucun médecin ne pourrait vraiment mettre de mots à part peut-être des psychologues. Mais Vous l'envoyez chez Jean-Philippe. On vérifiera chez Jean-Philippe. là-dessus. Donc elle s'invente des maladies, votre tante. Ça veut dire Ouais. quoi ? Occupez-vous de moi ? Exactement. Peur d'être invisible, en fait, je pense, complètement. Après, je ne suis pas spécialement spécialiste là-dessus, mais ouais, elle s'invente pas mal de maladies. Elle s'invente pas mal de choses. Clémence et Morgane, on a deux sœurs jumelles sur ce plateau. Il y en a une d'un côté et l'autre de l'autre. Donc prenez un micro Il y en a chacune. une sympa et pas l'autre, mais je dirais pas. Lamentable. C'est scandaleux. Parlez-nous de votre tante également. Oui, alors nous, notre tante, elle ramène tous les sujets possibles à elle. Ouais. Donc je pense que c'est une forme... Un exemple, vous êtes dans une conversation familiale autour d'un poulet frites oui. et elle ramène tout à elle, c'est ça ? Par exemple, un exemple, elle va nous dire je t'aime pour entendre un retour je t'aime. Qu'est-ce qui Tout vous fait simplement. penser ça ? Parce qu'elle a besoin d'être rassurée et Mais qu'est-ce qui vous fait penser qu'il n'est pas sincère, son je t'aime ? C'est sincère, Alors, mais si, c'est sincère. forcé. C'est forcé. oui, c'est forcé. Pour entendre une réponse forcée et se réconforter. Ok. Tu sais que je t'adore ta vie. Ça estampille un peu la personne quand même. Dans un cas comme dans l'autre, là, les deux situations, les deux tantes dont vous parlez, ça crée une identité là pour le coup sur la personne. Je pense que c'est voulu, oui, complètement. C'est voulu de sa part ou de la vôtre ? De sa part, ouais. Ah oui, Ouais. mais pas de la vôtre. Par la force des choses, si, en fait. Ouais. Par la force des choses, on est amené à lui donner une identité par ce billet-là, ouais. Ouais, Je ouais. pense. Et pour le coup, vous êtes un peu responsable quand même aussi de l'identité que vous collez à quelqu'un. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez pas honte ? De cataloguer les De gens toute façon, dans leur ego. on ne vit que par non. les autres. Donc, Ouais. Vas-y Lucas. on ne vit que par les autres, donc quoi qu'il arrive, l'image qu'on renvoie de nous-mêmes, elle ne peut être. Enfin, on recherche forcément qu'un retour, vu qu'on ne vit qu'à travers le regard de l'autre. On ne vit qu'à travers le regard de l'autre. Les invités, vous êtes OK avec ça ? Vous avez 4 heures. Ouais. Ouais, là, il s'était dit, c'est bien, pendant quelques instants, on va C'est bien, pouvoir prendre des notes. J'écoutais, c'était Ouais. super. Et alors ? Non, pendant que tu parlais, moi, il y avait le proverbe zoulou Ubuntu. Vous savez ce que ça veut dire ? Je suis parce que nous sommes. Et c'était Nelson Mandela qui avait repris ça dans un discours. Et ça rejoint ce que tu disais là. Et en même temps, je ne suis pas complètement d'accord. C'est-à-dire, je pense que, compris là, c'est plus une expérience personnelle, c'est que oui, dans le regard de l'autre, mais c'est important aussi de se regarder soi-même et d'aller à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que l'ego, c'est nécessaire pour pouvoir aussi se considérer et s'aimer. Alors, on va en parler de la considération personnelle, mais pour revenir à l'identité qui caractérise une personne, je ramène... Oui, vous vouliez ajouter ? Moi je pense aussi que peut-être que
elle veut quand je parle de ma tante, elle veut qu'on ait une réaction, mais elle s'écoute aussi beaucoup elle-même. C'est-à-dire que elle rapporte tous les sujets à soi, c'est pour se montrer et peut-être combler un manque, je sais pas. Est-ce que mais vous avez tenté de la rassurer? pas moi personnellement, mais certaines personnes de ma famille, oui. Ouais. Parce qu'elle est rangée dans la catégorie, elle est agaçante à la fin, à toujours ramener sa fraise à elle. T'es vachement Agaçante, poli. oui, et ça devient une sorte de... Enfin, avec ma famille, on en rigole, quoi, du coup. Ah oui. Ça peut paraître méchant, mais oui, ouais, c'est agaçant. Ouais. C'est un peu agaçant. Ouais. Est-ce que vous avez conscience, je repose la question de tout à l'heure, que c'est aussi un petit peu de votre responsabilité de l'accompagner, peut-être dans le fait de la sécuriser, parce que ça parle peut-être un peu d'insécurité, de toujours vouloir ramener sa fraise et faire en sorte qu'on soit au centre du débat. Maude? Oui, peut-être que si vous lui faisiez un petit peu plus confiance, si vous étiez plus en écoute, elle aurait moins besoin de se mettre en avant, parce que quelque part, vous lui reprochez d'avoir trop d'ego, mais on pourrait presque croire qu'elle vit mal son ego à elle vit mal sa confiance en elle, et de ce fait, c'est ce qui la fait réagir vis-à-vis de vous, puisqu'elle en attend de quelque chose. Ah, c'est dérangeant. Ah. Hein, c'est dérangeant un peu. Un petit peu. Ouais. Je Oui, pense aussi que l'ego, il vient... C'était quoi la phrase tout à l'heure Vous avez dit, Jean-Philippe, Je suis La phrase parce de que nous Mandela sommes. Je suis Oui. parce que nous sommes. Je suis parce que nous sommes. En fait, c'est quand il y a un manque personnel, on essaie de le récupérer via les autres. C'est ça. Donc je pense que ça peut aussi venir de là. c'est vrai. Oui, mais je pense aussi que le fait peut-être de tout le temps être derrière la personne, c'est pas forcément un bien. C'est-à-dire, C'est-à-dire que ne pas être tout le temps. ça peut entretenir justement ce problème. Alors, donnez-nous un exemple. Dans le fait de la rassurer, tu veux dire? Oui. Un exemple, quand elle s'est séparée de son amoureux, On va tout savoir. Si jamais le prénom est lâché, il faudra couper ça au montage. Hein. on lui a donné des conseils Ouais. pour les procédures et malgré ces conseils-là, on a beau donner des conseils, c'est pas forcément écouté. Ouais. Et après, les plaintes s'en suivent, or que auparavant, on a eu des discussions. Donc ça peut entretenir aussi, je sais pas trop comment Une m'exprimer. certaine mais- habitude, en Oui, fait. ouais. Oui, c'est ça. Et on enrichit l'identité peut-être de la personne. Alors, Roman, l'ego, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi. Vous avez un exemple sur le champ sportif. Et oui, j'en ai même deux complètement différents. Ah, On vous êtes mis parlait à de- côté du basketteur, c'est bien Oui, joué, c'est ça. On parlait Ouais. basket tout à l'heure et même de sport en général. J'ai un exemple d'échec sportif de ma part. J'ai voulu faire des tests pour entrer au NRB, l'équipe féminine de Nantes, en professionnel. Le test s'est très bien passé, mais à la réception du courrier, on m'a clairement dit que c'est pour cause de manque de taille que je n'ai pas été acceptée. Et là, C'est dur, grande ça. claque, parce que du haut de mes 1m60, fallait pas être trop exigeant non plus, mais bon, voilà. On aurait pu penser que la technique aurait su passer les attentes, mais tant pis. Mais j'ai surtout été peut-être trop accompagnée et trop rassurée, parce que je viens d'une famille de basket. Mon père vient de la fédération, il est arbitre professionnel. Mon frère est passé arbitre aussi, ma famille gère un club de basket. On y passe beaucoup de temps tous les week-ends et aux entraînements, Tu etc. seras basketteuse, ma fille. C'était un peu ça, C'était j'ai un mis peu du ça. temps à trouver mon sport, mais j'ai toujours dit que je ferais du basket le jour où mon père créera son club. Bah, c'est ce qui s'est passé du coup, donc une bonne chose. Mais je pense que maintenant je me débrouille bien, j'ai un niveau régional, pré-régional 1 on va dire. J'assure quand même 3 entraînements par semaine, plus 1 à 2 matchs par week-end. Waouh. En plus d'un job étudiant qui me fait me lever très tôt le Alors matin, attendez, vous êtes étudiante, vous avez un job plus les étudiant cours à côté. et ouais. vous êtes basketteuse. C'est ça. Et pour Chroniqueuse l'instant, radio. les Et chroniqueuse notes, radio. Pour aujourd'hui, oui. Mais pour l'instant, les notes suivent, donc je suis assez contente de moi et ça fait un bon rebond par rapport à l'échec sportif. Alors que j'ai votre connu ego au dans NRB. tout ça justement. Il en a pris un sacré coup Ouais. et finalement, je trouve que maintenant, je me débrouille bien. Et je sais pas trop si c'est de l'ego ou de la confiance que j'ai pu acquérir. Ouais. Mais en tout cas, j'ai que 19 ans et pour l'instant,
l'exemple sportif me vient plus que l'exemple professionnel. Donc, C'est d'ego dont elle parle, Christophe, dans son expérience, ou ça parle aussi de confiance en soi, d'estime de soi? Ça parle de soi. Enfin, je pense qu'on a besoin, là, si on veut revenir aux entreprises, on a besoin de personnes qui soient assez fortes, qui ont une personnalité, qui ont quelque chose à raconter. On cherche d'ailleurs, c'est assez curieux, parce que quand on embauche des personnes, on les cherche toujours avec pas mal d'histoires, pas mal de capacités à pouvoir développer leurs compétences. C'est après qu'on les gâche un peu, mais ça c'est une autre histoire. On les gâche, on les gâche souvent dans formate, l'entreprise parce qu'on cherche des égos, on cherche des personnalités, on cherche des égos. Ah oui, on cherche des personnes qui sortent de l'ordinaire souvent en recrutement. Et donc après, l'ego, on va pas faire bien attention à ce qu'ils puissent s'épanouir de façon intelligente. L'ego, c'est un critère de différenciation. Je dirais qu'il faudrait déjà définir ce justement, qu'est l'ego. Eh ben voilà, en fait, vous avez lu le conducteur en fait, Maud, c'est ça le truc. Lily et Lucas, quand on parle d'ego, on parle de quoi? Oui, tout à fait. Je vais commencer. Ouais. Ça te dérange pas. Alors l'ego, c'est assez complexe parce que... Restez concentrés, hein. Attention. Ouais, c'est pas facile à comprendre forcément. Alors l'ego, c'est quelque chose de non tangible et personnel. C'est quelque chose qui appartient au soi. Ces définitions sont multiples et peinent à trouver un terrain d'accord dans l'approche de ce terme-là. Donc pour ainsi dire, ce terme n'appartient pas au précepte appartient au précepte de la spiritualité et de la philosophie et pas forcément de la psychanalyse et la psychologie. C'est étonnant ça. Jean-Philippe sort de ce corps tout de suite. Ça va pas être possible. Vous êtes deux. Alors je sais C'est pas, d'abord peut-être de une la confirmation, mais spiritualité et de la philosophie avant d'être une affaire de psychanalyse, si j'ai bien compris. Ouais, parce que dans la psychologie, en même temps, on peut prendre un autre terme pour moi qui résonne quand on dit ego, c'est le narcissisme. Alors en même temps, c'est un mythe aussi, le narcissisme. Donc voilà, je pense qu'il y a des liens interdisciplinaires et on en parle aussi de l'ego en psychologie. Et globalement, il y a des disciplines maintenant. Il y a la discipline de l'égologie qui est en train d'être développée par certains. Oui. Mais pour cultiver à la fois, c'est quand il n'y a pas assez ou trop d'ego qu'il y a un problème. C'est pas quand il y a de l'ego en fait. Et du coup, sur le plan psychologique, c'est réattribué comme ça dans le travail ou dans l'accompagnement des personnes ou des situations. Voilà, donc que ce soit la philosophie ou la psychologie, c'est présent en tout cas. En tant que psychothérapeute, vous êtes amené à travailler sur restaurer l'ego ou plutôt... Surtout, d'abord, est-ce que c'est un terme que vous pointez? Est-ce que ça vient dans la conversation? Très peu, sauf quand des personnes souffrent de l'hypertrophie de l'ego des autres. Voilà. Sinon, on travaille sur l'accompagnement à une restauration de l'estime de soi, le plus souvent. On aura un exemple tout à l'heure dans le public. Soi. On parle de soi et son ego, ça fait partie du soi. Donc, s'il a été blessé, et c'est donc une blessure qui peut être soit narcissique, soit ailleurs, en tout cas, c'est comment on le restaure, comment on répare, ou on aide à le réparer. On poursuit la chronique? Oui, et donc attention à ne pas confondre ce terme comme un synonyme du je, mais bien évidemment une référence au soi. Et donc selon les versions, il amène... C'est-à-dire qu'on sort pour se regarder de l'extérieur. Exactement. L'ego, notamment surdimensionné, c'est finalement ce qu'on appelle les égos centrés, les égocentriques. Ouais. Bien sûr. Et donc selon les versions, il a... Bien sûr, dit le docteur. C'est surtout qu'il t'a regardé en disant ça, moi je... Prends-le comme tu veux, mais ouais. Poursuivez. Il amène aussi bien à l'apaisement et à l'aisance qu'à la souffrance sociale et intime. Donc en bref, je dirais que c'est une entité qui traduit une certaine conscience de soi. Voilà. Je vais laisser poursuivre Lily. Une certaine conscience de soi, c'est bien, c'est un bon début je trouve. C'est pas mal. Lily, pour poursuivre. Alors, donc, chaque élément de la réflexion interne est source d'approvisionnement d'ego. Donc, ça veut dire qu'on se... je sais pas comment dire. Refaites-la nous et puis on va... Non. Non. Approchez-vous surtout du micro. Donc, je disais, chaque élément de réflexion interne est source d'approvisionnement pour l'ego. Oui. Je ne sais pas comment l'expliquer. On se nourrit de ses propres... On se nourrit de ses expériences. On nourrit son ego. D'accord. Très bien. Mais pas seulement, puisque le contexte externe alimente aussi notre ego. Donc le partage avec les autres, toute relation avec autres alimente aussi notre ego. Que ce soit donc en l'encensant ou en le rabaissant.
Donc voilà. Et ce qui peut éventuellement donc changer aussi notre perception du monde extérieur, que ce soit positivement ou négativement. On peut aussi parler des fluctuations de l'ego, donc par exemple entre notre intimité intérieure et ce que nous recevons de l'extérieur. Donc il y a un écart, forcément. Oui, entre ce que l'on vit, ce que l'on se représente et ce Oui. que les autres disent de nous aussi. Oui, exactement. Et donc enfin, l'ego, c'est pas réellement nous, mais c'est une partie de nous-mêmes qui n'est surtout pas à confondre avec, par exemple, l'estime de soi, l'amour-propre ou le narcissisme. Le narcissisme. Le narcissisme. C'est quoi la différence finalement entre l'ego et l'amour-propre et l'estime de soi? Qui veut réagir? C'est quoi la... Maud, d'abord, est-ce que ça répond à votre question, la chronique de ces deux médecins en égo? Oui, oui, tout à fait. En apprentissage. J'ai appris beaucoup de choses. En fait, Ouais. c'est beaucoup plus complexe qu'on ne pourrait le penser. Ouais. Et je pense qu'on galvaude, entre guillemets, le mot ego. On vous a déjà dit, vous par exemple, vous avez déjà entendu quelqu'un dire ouais, c'est bon, rabaisse ton ego. Non, jamais. Vous Non. n'avez jamais observé ça chez quelqu'un non plus? Non. Non, c'est pas forcément Pour ce qui expliquer me... l'écart, en fait, entre c'est sa perception pas et la- forcément ce qui me vient à l'esprit. Si l'ego chez les hommes politiques, ça je pense que c'est vraiment un secteur, un domaine où on en Et parle beaucoup. bing. Non mais c'est vrai. mais dans les industries, au niveau des codires, peut-être, voilà, les égos Chez les capitaines d'industrie. les des choses, capitaines par d'industrie, peut-être, mais je dirais dans des petites structures, je dirais, alors maintenant il peut y avoir aussi, mais non, j'ai jamais été vraiment confrontée à Christophe ça. Collignon va pouvoir Ouais, réagir dans une ouais. seconde. Juste Roman qui voulait réagir avec le micro. Moi, je pense que l'ego et la confiance en soi, c'est relié. La confiance en soi et l'ego, c'est relié. Je pense que plus on a confiance en soi, plus on a un ego surdimensionné. Ah oui C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait penser ça? Si on est sûr de soi, on va prendre, Le on melon. va prendre le melon. Ouais. Ouais. Et donc, il n'y a pas de place à l'humilité. Quand on a confiance en soi, il n'y a pas de place à l'humilité Si, je qui pense, permettrait mais d'avoir... c'est plus facile. On a plus facilement de l'ego quand on a confiance en soi. Sans doute. Ou pas, je ne sais pas. Je pense que la confiance fait avancer. Ça, c'est important, elle est nécessaire. Alors, c'est vrai qu'à certains moments, on nous demande d'avoir de la confiance. On nous réapprend à avoir confiance en soi parce que c'est vrai qu'il y a quelques années de ça, on nous apprenait plutôt, quand on était jeune, à pas dire, à pas avoir trop confiance en soi, à être humble. Alors que maintenant, en fait, effectivement, que ce soit la sophro, enfin, toutes sortes on nous apprend à avoir confiance en soi pour réussir. Mais c'est pas parce qu'on réussit qu'on a confiance en soi qu'il faut regarder les autres. Enfin, il faut écouter les autres et être en écoute bienveillante. C'est là où il faut l'équilibre. Christophe Collignon, alors vous dites l'ego, c'est le plus grand destructeur de l'entreprise. Plus grand destructeur de valeur de l'entreprise. valeur ouais. de l'entreprise. Alors c'est pas moi qui ai dit ça, c'est un des directeurs généraux du groupe British Airways, donc Altatum. Mais j'ai pu effectivement le voir dans quelques cas où on a dans des sociétés qui ne sont pas forcément d'ailleurs très grandes, des gens qui sont souvent avec une assez grande faiblesse interne et qui développent, quand ils ont un poste de direction, tout un tas d'artifices pour arriver à se placer au-dessus des autres et qui arrivent à croire ou à faire croire qu'ils sont plus intelligents que tous les gens qu'ils dirigent et ils finissent par être complètement désagréables et écrasants pour les autres. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'arrivent plus à voir que l'intelligence peut venir de chacun et donc ils sont là à des postes où ils deviennent, où leur ego finalement leur bouffe leur capacité de compréhension de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils ont la conviction que leur légitimité est totalement indiscutable en fait. Au-delà de ça, c'est des personnes, et j'en ai rencontré plusieurs, qui sont persuadés d'être plus intelligents que les autres, ce qui évidemment n'est pas vrai, mais j'ai vu quelqu'un qui était capable de dire oui, effectivement, il y a 3600 personnes dans le groupe, mais je pense que ma réflexion est bien supérieure à l'ensemble. C'est une affaire de curseur, en fait. Je pense qu'il faut aussi savoir... Alors c'est une affaire de curseur. Le problème c'est qu'en fait on a un système hiérarchique pyramidal qui fait que quand les personnes ont un peu toutes les manettes, en tête il suffit qu'ils dérapent un peu dans leur comportement et souvent parce qu'ils ont un manque et donc ils essayent de compenser avec une posture qui les rend totalement insupportables à l'ensemble des autres personnes. Est-ce que c'est qu'une affaire de structure pyramidale? Est-ce que l'ego disparaît avec l'entreprise libérée dont vous parliez tout à l'heure? C'est-à-dire une répartition du pouvoir. L'ego disparaît pas. Le problème est de savoir si on met
l'ego au service du collectif ou à son service à soi. Passer dans une entreprise type libérée ou à la critique, c'est on va revenir dans le médical. De l'acratie en 2 mots. Non, pas en 2 mots. Non, d'accord. Okay. En 2 mots. Donc on vous réinvitera le mois prochain. On va revenir dans le médical, c'est faire l'articulation du genou. Donc passer du je au nous. Il y a Joël de Renay qui dit que toutes les entreprises qui, dans 30 ans, dont le dirigeant dira « je » et pas « nous » quand ils vont s'exprimer à l'entreprise, auront probablement disparu parce qu'elles n'auront plus de sens. Elles n'y arriveront plus à survivre dans un système où on a de plus en plus besoin de l'intelligence de chacun. Alors, est-ce que le problème, c'est le « je » ou c'est le « moi » ? Parce qu'on peut dire « je » pour affirmer ses sentiments, des sentiments qu'on a conscientisés, qu'on a identifiés, pour rencontrer le « nous » collectif qui agit. Est-ce que le problème, c'est pas le « moi » d'abord ? Je ne vais pas aller dans la sémantique de ces éléments-là. Ce qui me gêne, c'est quand l'intelligence de quelqu'un est mise uniquement à son propre profit et pas au profit du collectif. Après, on voit des boîtes dans lesquelles on a des dirigeants qui ont des égos incroyables. On peut parler de Steve Jobs chez Apple. C'est un manager détestable. Bon, il y a eu une réussite extraordinaire de l'entreprise. Mais en termes de management, c'est quelqu'un d'assez épouvantable. Il y en a encore qui construisent des voitures électriques là, dans d'autres domaines. Elon Musk, c'est un archétype de quelqu'un qui a un ego très 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 développé. Alors là, pour le coup, ils ont quand même mis leur ego au sens du collectif, puisqu'en fait, finalement, l'homme devient l'entreprise devient son histoire. Donc il y a toute une histoire qui est en train de se faire. Mais il faut parler avec les gars avec qui ils bossent, c'est un peu chaud. Réaction des étudiants sur ce qu'évoque Christophe Collignon à l'instant. Qu'est-ce qui vous interpelle, le collectif qui doit l'emporter. Et finalement, le collectif peut donner l'occasion de mettre un petit peu davantage son ego de côté. Pour en revenir à ce que tu as dit, David, pour moi, le jeu et le nous, le moi et le jeu, c'est quand même 2 choses différentes. C'est que je pense que le moi est quand même important parce qu'il a besoin de s'exprimer. C'est qu'on a quand même des besoins personnels en entreprise, mais qu'on peut avoir un ego peut-être plus important qu'une autre personne, mais comme l'a dit, je sais pas le prénom, Christophe, c'est ça. Jean-Christophe, oui, c'est ça. Donc comme l'a dit Jean-Christophe, en fait, c'est qu'il doit être mis au service du collectif, en fait. Oui. Il doit être mis au service du collectif. Alors comment y parvenir ? On y reviendra tout à l'heure. Je crois que vous vouliez réagir dans ce quartier-là, Loïs ? Moi, je pensais aussi surtout que l'ego, il pouvait nous pousser à beaucoup de choses, mais qu'il pouvait, à l'inverse, nous enfermer. Oui. Et alors, un exemple d'enfermement ? Un exemple d'enfermement, moi par exemple, cet été j'ai fait une saison dans une base de jet ski et j'ai travaillé beaucoup avant, je suis passée par l'usine, plein d'entreprises et arrivé là-bas on m'a dit que j'étais incapable de faire plein de choses. Donc en fait je me le suis ancré dans la tête. Ah oui, on vous a dit ça, mais au nom de quoi on vous a dit ça ? Parce que j'avais pas forcément les bonnes connaissances de l'entreprise étant donné que je venais d'arriver et on m'en demandait trop tout de suite. Donc ça m'a un peu mis la pression et avec ça je me suis sentie un peu pas à ma place et mon ego en a vraiment perdu, j'ai vraiment perdu de la confiance en moi et mon ego tout l'été. En fait j'aurais pu partir parce que j'avais d'autres propositions et je suis restée parce que j'avais pas envie de partir. Ouais. Parce que ça aurait été un échec. Ça aurait été un échec, donc je suis restée, j'ai mis mon ego de côté et j'ai fait toute la saison comme ça. Et alors au final, qu'est-ce que vous avez appris sur vous ? Au final, j'ai appris qu'on pouvait sacrifier aussi son ego, que même si on nous rabaisse, c'est pas la personne qui est à côté de nous qui juge notre ego, c'est à nous de la jauger en fait. De se dire, elle me trouve pas capable de faire ça. Bah tant pis, moi je sais que je suis capable, donc je reste là. Ce n'est pas forcément aux autres de nourrir notre ego, c'est ce que tu dis en fait, c'est ça ? Christophe Collignon, je vous voyais réagir ? Non, pas pour l'instant. Alors, vous avez un jingle ? On va faire un petit jeu là avant de poursuivre. Toujours un jingle. Vous avez un jingle, voici. Non mais pas trop longtemps quand même. Les grosses têtes de réussir avec quelques citations que Rodolphe vous a concoctées autour de l'ego. À vous de retrouver évidemment qui a dit ça. Ne regardez pas les notes de Rodolphe. Hein. Qui a dit, croyez-moi, mon ego a un PEL et un code de vie bien rempli. Alors, vous avez le droit de poser des questions comme aux grosses têtes. Allez-y, posez des questions. Il est français, américain, des questions fermées. Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie. Non, c'est pas Mauvaise pioche. Non. C'est un homme politique ?
Non. Alors moi je pense que c'est un humoriste français. Qui- C'est moi qui parle. Ouais. Et que c'est Omar Sy. Bravo, bonne réponse de Roman. Chapeau. Bravo. Et tu nous garantis que tu n'as pas vu les notes de Rodolphe. Non, c'est vrai. Ouais, ouais. Ça s'appelle de la culture. Et elle n'était pas là le jour de la préparation. Et elle en plus. n'était pas là le jour de la préparation. C'est vrai en plus, elle était même pas là lorsqu'on C'est a vrai. débattu là-dessus. Deuxième Ok, citation. On continue. Qui a dit, vous vous rendez compte, ce type a quand même fait Le Parrain et Apocalypse Now. Ce type doit avoir un ego aussi grand que San Francisco. On parle évidemment, en parlant de Coppola, sur le tournage de... Répétez, on n'a pas entendu dans les angles. Vous vous rendez compte, ce type a quand même fait Le Parrain et Apocalypse Now. Ce type doit avoir un ego aussi grand que San Francisco. Non, c'est en parlant de Coppola, sur le tournage de Dracula. Là, vous avez un indice. Qui a pu dire ça sur le tournage de Dracula. Il est connu? Ah bah oui. C'est Dracula? Non. Jack Nicholson. Non. Par contre, c'est celui Bon, moi qui a- j'arrête de répondre, je me c'est trompe celui- tout le temps. Mon celui ego. qui a incarné Dracula dans le vrai Coppola. Ah oui, bah, Il a joué je sais pas. dans Léon. Ah, c'est. Oui, vous l'avez. Oui, il a joué Il dans est grand, il a des lunettes. Non, dans le Cinquième élément. Oui. Ah bah. Non. Bruce C'est- alors Willis. Renaud Non. Renaud Jean Reno. Jean Reno Non, Jean Reno. il est américain. Il joue dans Batman aussi. Non, pas ma connaissance. Eh bien, ce sera 300 € pour Madame Machin qui nous envoie la question. Qui vient de passer dans la galerie Qui vient de passer là. Revenez, Madame. C'est Gary Oldman en l'occurrence. Gary Oldman. Oh, putain, je l'avais. Alors, j'en ai un Qui a dit je l'avais. Je l'adore. Ça va faire plaisir à son ego. Et enfin, une troisième et J'ai dernière. attendu une femme qu'elle respecte mon ego, ma virilité. Je lui laisse son indépendance, mais elle ne doit jamais oublier que lorsque je rentre à la maison, le boss, c'est moi. Alors, je vais faire comme Trump. un recette. Sacha Guitry. Un imbécile? Non, Qui a pu dire ça? acteur américain. Plutôt... Trump. Non, acteur. Un acteur. acteur américain. Même sur- non, Bah, elle était pas loin. Ronald Reagan? non, acteur mais pas président. Acteur et pas président. Acteur mais pas président. Acteur plutôt musclé, effectivement, dans ses films. Qui parle comme ça. Stallone. Voilà, Voilà, exactement, Stallone. Stallone. Bonne réponse de Lucas. C'est vrai qu'on parle de l'ego et des hommes sur les femmes, c'est vrai. C'est vrai que- important. Il y en a Alors, beaucoup. est-ce que c'est plus féminin ou masculin, l'ego surdimensionné, d'après vous, Maud? Lâchez-vous. Hein. Moi, je pense que c'est plus masculin. C'est plus masculin? Oui. Ouais. Maëva est d'accord avec Oui. vous? Alors, allez-y, argumentez. Bah, un homme, comment argumenter Un homme, la plupart du temps, est obligé de montrer qu'il est fort, qu'il a de la puissance, qu'il a du pouvoir, comparé à une femme qui... voilà, je suis désolée. Passez un micro à Nicolas, qui est cadreur derrière vous, qui est là depuis tout à l'heure, il n'en peut plus. Prenez un micro, Nicolas, tiens, pour une fois, mouillez-vous. Nicolas, qui est par ailleurs animateur à nos côtés régulièrement, pour une fois, il est dans le champ des caméras. Oui, on vous Non, entend. on entend pas. Non, il faut appuyer pour que ça soit vert. Voilà. Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis pas du tout d'accord. C'est bien. Pour moi, les femmes peuvent avoir un ego surdimensionné et le faire subir aux hommes. Et quand on parle aujourd'hui des hommes qui ont un ego surdimensionné qui peuvent rabaisser les femmes, eh bien, ça existe aussi dans l'autre sens. En tout cas, dans ma vie de tous les jours, j'en connais. Non, oui, c'est vrai que c'est un vrai problème de toute façon. Et je pense que aujourd'hui, les choses changent, et heureusement. C'est bien d'ailleurs. Hein. La femme retrouve sa position et peut-être que d'ailleurs elle en abuse un peu. Et c'est pour ça qu'elle développe un peu trop d'ego aussi. Mais c'est l'histoire qui fait que, on le voit bien dans le milieu professionnel, dans les codires, les femmes ne sont pas à la direction. Bon, on est toujours obligé de chercher un peu sa place quand même. Loïs. Moi, je pense que l'ego, il n'a pas de féminin ou de masculin, c'est plus la vision des choses. Si on a plus l'habitude de mettre sa personne en avant ou les autres en avant, aussi une éducation en fait. C'est d'abord une affaire d'éducation. Oui, Jean-Philippe. Moi, il y a deux réactions à ce débat. C'est faut pas qu'on confonde homme-femme et féminin-masculin. Parce que un des enjeux, c'est de développer chez l'homme et chez la femme l'équilibre féminin-masculin, yin-yang. Et pour moi, ça a son importance vous allez par sur le champ rapport à... spirituel là. Bah, oui, non, mais sur le champ, pas que spirituel, c'est très pragmatique au quotidien. C'est que quand chacun réfléchit sur lui-même et dans des situations, comment se positionner, effectivement, moi, mon éducation de garçon va m'amener plutôt à prendre la place
à plutôt être dans des postes de pouvoir. Ça, c'est la caractéristique de l'éducation masculine. Et il n'empêche qu'à force de parcourir la vie et de ses aventures, etc., aujourd'hui, j'essaye d'équilibrer entre le masculin et le féminin. Et Équilibrer quoi? Comment est-ce que vous allez chercher davantage de parts féminines? En cultivant des qualités qui sont plutôt dites féminines à l'intérieur de soi, ce qui ne sont pas des qualités de femme, mais des qualités féminines. Exemple. C'est-à-dire, c'est une forme de douceur et de sensibilité, de recul, de respiration, et pas... est-ce que ça, c'est féminin ou est-ce que ça ne devrait pas être réhabilité auprès des hommes, finalement? Là, vous faites la confusion. Non, justement, je la fais délibérément en disant si les choses étaient vraiment équilibrées, on ne parlerait plus de masculin et de féminin, et on parlerait de revendication du droit à être sensible, par exemple. Alors après, moi, je pense qu'il y a une différenciation, mais on pourrait avoir une autre émission sur ce débat-là entre les hommes et les femmes, et parler de ça, et de parler effectivement de ces qualités féminines et masculines qui sont cerveau droit, cerveau gauche, quoi, et qui sont le fait qu'à un moment donné, quand on équilibre ces deux cerveaux, on peut avoir un côté guerrier, un côté bâtisseur, si je prends l'entreprise, etc., et puis on peut avoir un côté artiste, un côté sage, un côté... Enfin voilà, et ces archétypes de la personnalité, ils sont chez toute personne, les hommes et les femmes. Et donc c'est comment on les développe. Et le garçon, il va plutôt développer le côté guerrier bâtisseur dans son éducation plutôt que le côté artiste et sage. Lucas et ensuite Clémence. Et puis ensuite, je voudrais qu'on propose avec Romain une façon d'affirmer son ego en étant débordé. Super occasion, ça. Ouais, Lucas. Alors moi, je pense activement que c'est un problème générationnel aussi. Et ça va un peu dans votre sens parce que la place de la virilité chez l'homme, par exemple, elle est quand même bien amoindrie aujourd'hui qu'une éducation qui s'est passée il y a 50 ans, par exemple. Et je pense que ça peut remettre aussi en question la place de l'homme et aussi la place de la femme dans la société, ce qui peut justement... aujourd'hui, et j'y crois, trouver un équilibre entre les deux genres. Et justement, ce problème générationnel-là, cette génération-là et l'évolution des mœurs de la société permet aussi une amélioration du rapport homme-femme et un meilleur vivre ensemble, en fait, je pense. Clémence? Oui, moi je voulais dire que j'étais plus d'accord avec l'opinion de Lucas et Jean-Philippe, parce que je trouve que c'est un petit peu stéréotypé. Ce que vous avez dit, Maud et Maëva, dans le sens où je pense que c'est plus une question d'éducation. Pas d'attaque personnelle. Non, pas du tout, mais je pense que c'est plus une question d'éducation et tout ça, ça évolue en fonction aussi des générations et du temps qui passe et des mentalités, de l'environnement en général. Bien sûr. L'une des solutions pour affirmer son ego, c'est de donner l'impression d'être débordé. Romain, vous avez lu un article et vous souhaitez nous en faire la synthèse. Eh bien oui, en effet David, avoir un emploi du temps de ministre semble aujourd'hui le moyen de se lancer des fleurs. N'avoir rien à faire semble impensable et beaucoup le regrettent. Or cela traduit aujourd'hui un statut social bien moins bien perçu. C'est exactement ce que l'on observe notamment au sein de la société américaine où de nombreuses marques valorisent au travers de la publicité un mode de vie ultra dynamique et qui est signe d'une activité professionnelle forte. Au même titre que le luxe, être occupé est devenu un marqueur social fort, et ce partout dans le monde, malgré les conséquences, notamment sur la santé. Gavé de liberté par le passé et n'ayant plus une seule seconde aujourd'hui, l'aristocrate modèle et l'homme d'affaires sont des idéaux lointains qui ne font que seulement me renforcer dans mon envie de partir en week-end le plus tôt possible. Mais c'est aussi une perception qui évolue. Être occupé, c'est s'investir avec acharnement dans son travail, mais c'est aussi bien travailler et donc réussir. Il tient donc des raccourcis qu'on va faire en fait et dont notre ego est l'origine, et donc c'est l'ego des autres qui va exploiter ces raccourcis pour pouvoir en fait montrer qu'on est occupé pour se donner de la valeur. Et c'est donc en déplorant cette espèce de joute des perceptions entre les individus que moi je suis impatient de retrouver ma petite maison de campagne pour être loin de tous ces égos, sauf du mien. Merci pour cette chronique, c'est joli, oui, bien sûr. Bravo. Puis bravo aux médecins de l'ego tout à l'heure également. En quoi c'est important de paraître débordé, Christophe? Je ne sais pas si c'est important de paraître débordé. Par contre, c'est ce qui nous arrive. Un cadre dans une entreprise, il a 22 fois plus d'interactions à l'extérieur que son homologue n'en avait il y a 100 ans. Parce qu'on a un fractionnement en fait, du travail dû aux nouveaux outils dont on dispose
Donc il a peut-être 2 téléphones dans ses poches, enfin, en tout cas il les a sortis parce qu'il sonne sans arrêt, il y a des mails qui arrivent, il y a des trucs sur WhatsApp, il y a des machins pour un peu qui regardent d'autres trucs, et si les personnes interviennent dans son espace, donc il va voir encore d'autres choses. Donc en fait on ne réagit plus que par réflexe, on ne réfléchit plus. Et donc à utiliser tous ces nouveaux systèmes, en fait on se rendait très malin, parce qu'on était en tant que cadre, on était les seuls à pouvoir les avoir. En fait, c'est ce qui nous distinguait des ouvriers qui ne les avaient pas et qui avaient seulement leur machine sur laquelle ils pouvaient trimer. Mais à la fin, ça nous rend un peu fou, quoi. On a beaucoup aujourd'hui de bore-out et de burn-out à l'intérieur des entreprises parce qu'en fait, les gens ne savent plus du tout où est le sens. Ils ne réagissent plus du tout de façon intelligente. Donc, 13 milliards d'euros, je crois, ça coûte le burn-out chaque année à la nation. Peut-être que ça peut être... peut-être que ça... Non, ça ne m'étonne pas et ça peut être beaucoup plus parce qu'en fait, finalement, à force de faire des choses qui n'ont pas de sens, on finit par paraître au lieu d'être. Et donc, comment est-ce qu'on peut arriver à se poser et à dire, ok, qu'est-ce qui est important maintenant pour moi, maintenant, ici et maintenant? Qu'est-ce qui est important pour nous, à la fois dans l'entreprise, mais aussi dans mon cercle familial, amical? Où est-ce que je suis? À quoi je sers? Et d'arriver à se poser, à être un peu soi-même. Donc peut-être d'aller gratter du côté de son ego pour voir qui on est vraiment et à quoi ça sert de faire le cirque, à paraître occupé ou à paraître... Parce que vous croyez que c'est rigolo, vous, de recevoir 100 mails et devoir les traiter par jour? C'est pas drôle du tout, c'est l'enfer. Et en même temps, si on délègue, si on explique par une autre méthode, on peut ne pas les recevoir, ces 100 mails. On peut, et tout on le les problème... reçoit aussi parce qu'on a décidé de les recevoir, non? Ah bah oui, parce qu'on les provoque. On est donc débordé aussi parce qu'on a décidé de l'être. Complètement. Si je réponds en immédiateté tout le temps à une sollicitation, bah, finalement, je sollicite qu'il y en ait plus, puisque finalement, j'y trouve un certain intérêt à essayer de paraître. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on est là-dedans. Qu'est-ce qu'il en ressort au bout d'un mois, au bout de 3 mois, au bout d'un an? Qu'est-ce qu'on a fait? Quand vous allez avoir à la fin de votre vie vos enfants, vos petits-enfants qui vont vous demander « au fait, papy, tu as servi à quoi ?» Je dis « les gars, j'arrivais à répondre à 100 000 par jour. » Chouette, wow. Super, génial. Vous posez ces questions-là? Alors là, on est au top de la dimension philosophique de cette émission. Est-ce que les étudiants, ça vous interpelle ce que dit Christophe Collignon? Est-ce que c'est des questions que vous vous êtes déjà posées malgré votre jeune âge? Oui, Louis. Alors moi c'est beaucoup moins profond que vous, Christophe. Mais, bon, en même temps, voilà, il a de l'expérience. Mais pour moi, il y a une différence entre être débordé et avoir l'air débordé. Donc la gestion de gérer tous ces projets et gérer son ego. Dans le sens où j'ai l'air débordé, donc tout le monde a besoin de moi. Donc faut que je donne de ma personne là. L'ego, ça parle d'insécurité, hein. Romane? Moi, je pense que se sentir débordé, c'est montrer aussi aux autres qu'on est intouchable, et donc c'est pour se faire sentir admiré par rapport aux autres personnes, parce que si on voulait vraiment effectuer, je sais pas, une sortie avec quelqu'un, on pourrait prendre le temps sur notre emploi du temps en l'organisant d'une meilleure façon, et peut-être en l'optimisant pour certaines personnes. En tout cas, c'est une façon de montrer aux autres qu'on est en partant. Je pense qu'on peut dire qu'on est débordé à certaines personnes et à d'autres, non. Est-ce que Christophe Collignon, quand il parle de l'âge d'être grand-parent et d'expliquer à ses petits-enfants à quoi on a servi, qu'est-ce qu'on a fait d'important, est-ce que ça, c'est des questions que vous vous êtes déjà posées pour imaginer votre parcours professionnel? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà fait ce bond de sportif, hein, souvent les sportifs le font, ce bond, c'est-à-dire se placer dans l'étape juste après l'action. Et alors là, pour le coup, juste après votre parcours professionnel. Romane ou Romane? Moi j'en ai plutôt un du coup. Sur le sport, au-delà d'être joueur, je pense qu'il faut surtout être accompagnateur, que ce soit des plus jeunes ou non, parce que pour le coup l'expérience sert, et à tout âge on peut avoir plus ou moins d'expérience, que ce soit une personne de 40 ans qui a une expérience de 2 ans dans le basket, ou une personne de 10 ans qui fait déjà du basket depuis déjà 5 ans. Au final, c'est à peu près la même expérience, bien sûr à différents niveaux intellectuels et même physiques. Mais je pense surtout que le principal là-dedans, c'est de pouvoir partager et de se sentir capable de partager.
La transmission, c'est important ici. C'est ce que j'entends, moi, là. C'est le plus important, parce que si on garde tout pour nous, ça n'a pas de sens. Donc, Et là, on sert à rien. Ce que vous ferez, vous, dans votre trajectoire professionnelle, c'est de faire en sorte de partager, de transmettre. C'est ça qu'on entend dans ce que vous dites? Un maximum, parce que du coup, si je me pose la question à quoi je sers, je pense qu'actuellement, je sers à aider mes parents pour le club, je sers à apprendre aux enfants comment jouer, etc., comment réfléchir. Mais au-delà de ça, on devrait tous le faire parce qu'on est tous intelligents. Donc on a tous une personnalité différente des autres et c'est ce qui fait de nous qu'on est unique. Donc on a tous des trucs à apprendre. Romane. C'est un débat de Romane. Moi, je pense que ce que Romane dit, le fait de transmettre et d'accompagner une personne, c'est justement peut-être pour gonfler un peu ton ego et te sentir exister parmi ta famille. Alors justement pas du tout. C'est pas du tout une question d'ego. C'est simplement que ça avance parce qu'on est quand même dans une dynamique sociétale qui fait paraître d'avancer mais qui au final n'avance pas forcément beaucoup. Mais justement, tu es fier de ce que tu transmets, non? C'est bon pour son ego, pour sa confiance en soi? Comment? On y revient. C'est bon pour son ego. Est-ce qu'elle a envie de montrer pour le coup? Je pense que c'est ou pour sa confiance en soi? Je pense que ça augmente ta confiance en toi. Ouais, la confiance en soi et la fierté, mais pas forcément l'ego. Je pense que c'est pas à mélanger. Et puis l'ego, c'est connoté très négatif, donc... C'est ça. On revient toujours à la représentation qu'on a de soi. Jean-Philippe, et puis ensuite je voudrais entendre le témoignage de Philippe qui est dans le public et qui va nous parler d'un manager qui possédait un ego peut-être un peu trop important et en tout cas il en a fait un peu les frais, Philippe. Simplement, m'est venu un terme à travers l'échange entre les romanes oui. qu'on a peu exprimé dans le débat, qui est la reconnaissance et le besoin de reconnaissance. Et pour moi, le besoin de reconnaissance, il est important à percevoir, à reconnaître, pour pouvoir le nourrir à la fois personnellement, mais aussi peut-être dans l'entourage, dans nos équipes, etc. Et quand vous aviez le débat tout à l'heure sur planning trop chargé ou pas assez chargé, ou faire mine d'être chargé, etc. En fait, généralement, c'est des entreprises où la question du besoin de reconnaissance n'est pas bien traitée. Et donc les gens ne sont pas assez valorisés. Et on a un problème global. Moi, la semaine dernière, je finirai juste par là, je rencontrais un ancien chef d'entreprise d'une grosse boîte qui accompagne des leaders, managers, etc. Et qui disait le problème, c'est qu'en Europe, dans le monde, on reconnaît plus les gens, on les nivelle par le QI uniquement, le quotient intellectuel, alors qu'il y a aussi le quotient émotionnel, voire il dit le quotient spirituel. Et ça rejoint ce que tu disais, c'est pas spirituel au sens de la religion, c'est au sens du sens justement qu'on donne à sa vie, et de travailler et accompagner les gens dans le sens qu'ils donnent à leur vie, y compris quand ils sont dans l'entreprise et quelle place ils ont, ça peut en tout cas éviter peut-être des situations dramatiques. Alors on va faire un petit débat justement avec un club des pour et un club des contre sur ce sujet-là. Évidemment, l'ego touche à la notion de reconnaissance et comment est-ce que l'entreprise peut s'emparer de ce besoin de reconnaissance. Avant cela, Philippe, prenez un micro si vous voulez bien. Merci d'avoir accepté de témoigner. Vous avez vécu un moment difficile avec un manager qui... vous a bousculé et il s'avère que ce manager, c'est le moins qu'on peut se dire bousculé, hein, ce manager avait peut-être un ego un peu surdimensionné. Oui, alors j'ai une expérience d'à peu plus de 30 années de management dans des secteurs très différents, dont les métiers de la restauration. Et là, je peux vous dire que dans ces métiers de la restauration, et plus particulièrement sur la gastronomie, la haute gastronomie, des égos démesurés et archi-démesurés, on les fréquente au quotidien. Vous en avez rencontré voilà, quelques-uns. J'aurai quelques anecdotes assez épicées à vous raconter sur le sujet. Pour revenir à cette expérience vécue, là, oui, en effet, donc elle prend sa source sur un projet qui est un projet managérial. Et pour le clin d'œil, ce projet managérial qu'on a pu mettre en place a été lancé chez Christophe. Il ne me connaissait pas, donc je suis allé me présenter à lui tout à l'heure, puisqu'on l'a fait au sein de son entreprise. D'accord. On était venu un petit peu s'inspirer du modèle. Et à travers le modèle, on est venu en chercher un peu l'essence pour développer notre propre projet. Il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Hein. Et voilà. Et donc ce projet qui a visé à travailler la qualité de vie au travail et le mieux-être des salariés dans leur quotidien, a permis, sur une expérimentation de 2 années, d'amener des résultats probants et des résultats importants. Et c'est vrai qu'à la lecture de ces résultats,
ce dirigeant en question s'est senti un petit peu sans doute en difficulté, ou en tout cas dérangé, ou en tout cas l'ego s'est senti un petit peu bousculé dans ce que ça pouvait amener. Et la réponse a été un petit peu brutale et un peu maltraitante. Ce qui du coup m'a amené, moi, et je vais surtout parler de mon ego plutôt que du sien, ce qui m'a surtout amené moi à me pencher sur mon ego et à me pencher ce qui était important pour moi au moment où je le vivais. Parce que du coup, juste pour qu'on synthétise ce que vous venez de dire, ça se passe bien, ça se passe très bien, vous avez une vraie reconnaissance de ce que vous avez mis en place, mais il semble que ça dérange effectivement ce manager qui est un responsable hiérarchique pour vous. J'imagine que ça doit vous déstabiliser. Complètement, ça vient directement toucher la question de la confiance en soi, ça vient toucher la question de ses propres valeurs, ça vient toucher la question de son modèle qu'on défend. Voilà, donc ça vient nous bousculer. Ça vient impacter tout ça. Alors qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'on a été heurté par tout ça? C'est que accepter le fait de prendre le temps de bien décorter la situation, de bien analyser ce que l'on vit, d'essayer de factualiser les choses et de ne pas tomber tout de suite dans le pathos, hein, ou en tout cas d'aller imaginer autre chose. Ça a permis en tout cas de me recentrer sur moi et de me recentrer sur ce qui était pour moi l'essentiel. Et ce qui pour moi était l'essentiel pour moi et mon ego du coup. Et pour moi l'essentiel à ce moment-là c'était de me protéger et en tout cas de me respecter. Et la décision qui en a suivi a été de me protéger en me mettant sur l'arrêt de travail et donc en me donnant le temps de bien analyser la situation et de prendre les bonnes décisions, les sages décisions derrière. Vous avez le sentiment d'avoir mis votre ego de côté, d'avoir fait quoi avec votre ego? Je pense simplement avoir pris la distance avec lui. Et d'avoir su le regarder à distance pour voir ce qui était le mieux pour lui, et donc pour moi. Et vos besoins, quand vous les réinterrogez, vous identifiez quoi? Vous identifiez d'abord un besoin d'être en sécurité. Donc ça c'est primaire, le besoin de sécurité. Subir, les attaques, et puis quoi d'autre? Et puis le besoin de confirmation, le besoin de s'affirmer, d'affirmer les choses à travers ce qu'on est et à travers ce qu'on défend comme valeur. Et je pense que quand je dis maître respecté, c'est maître autorisé A. Et maître autorisé A, c'est accepter un arrêt de travail que j'ai jamais accepté pendant 9 ans par exemple et que j'ai enfin accepté au titre de se respecter. Merci Philippe pour ce témoignage. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous les étudiants, notamment les invités, les étudiants, ce témoignage c'est un peu paradoxal, c'est l'ego qui prend le dessus finalement sur l'atteinte des résultats, là, une fois de plus. Enfin, comme ça arrive malheureusement souvent en entreprise, les résultats on s'en fiche éperdument, c'est l'affirmation d'un besoin d'un hiérarchique qui prend le dessus. Est-ce qu'il vaut mieux être heureux que d'avoir raison, en somme? Mais c'est quand même quelque chose qui fait peur. Nous en tant qu'étudiants, on ne s'est pas encore vraiment lancé dans la vie, on est encore en recherche de buts, d'objectifs et de chemin en fait. Et d'être confronté à des histoires comme ça, c'est quelque chose, c'est quand même des choses qui peuvent vraiment nous apeurer et nous pousser vraiment à l'échec, à renoncer, à dire non, j'y arriverai pas. Non, mais les Y qui fonctionnent différemment, ça c'est les générations X, elles managent n'importe comment. Christophe? C'est ce qu'on disait au début, l'ego est le plus grand destructeur de valeur dans une entreprise. À partir du moment où il y a quelqu'un qui s'est arrogé le droit de décider pour les autres et de penser pour les autres, effectivement c'est assez désagréable parce qu'on va nier les capacités des uns et des autres au lieu d'être liés. C'est complètement inutile, improductif, mais on retrouve ça. J'ai eu le même problème que Philippe avec un nouveau patron du groupe mutualiste qui venait d'être nommé et qui a dit tiens, ce que vous faites, vous dites que ça fonctionne très bien, vous dites que ça fonctionne très bien, mais en fait vous n'avez fait ça que pour montrer que nous on fait mal. Alors, je me dis, oui, bien sûr, oui. C'est à quoi je pensais le matin. C'est ce que vous avez vécu? Oui, c'est ce qu'on a vécu et je ne suis pas le seul dans ce cas-là parce qu'à partir du moment où on commence à mettre quelque chose dans lequel on se dit tiens, tout le monde est intéressant, tout le monde est intelligent, tout le monde a un ego qu'on peut mettre ensemble au service du collectif. Ensemble, on pourrait créer quelque chose qui serve les autres. Ensemble, on pourrait faire quelque chose. Celui qui a construit son identité comme étant au-dessus des autres, ça le bouscule terriblement. Donc en fait, on va se retrouver dans cette période un petit peu un peu bousculée avec des sociétés qui sont un peu entre les deux, avec des avancées, des choses qui reculent au gré de la compréhension de ce système
qui doit être de plus en plus collectif. C'est ça qui est terrible et pour le coup c'est peut-être un petit peu sombre, comme le disait Lucas, on n'est pas encore dans la vie active et on entend des choses comme ça fait un petit peu peur. Ce qui est terrible, c'est que malgré des résultats qu'on pourrait paramétrer, qu'on pourrait chiffrer, aussi bien vous dans votre expérience précédente, Christophe, que celle de Philippe, malgré les faits, on peut toujours le contester et faire passer par là-dessus la subjectivité de l'homme, avec un grand H, qui a décidé d'affirmer son autorité. Oui, c'est malheureux parce qu'en fait, cela casse énormément de dynamique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Ça, pour c'est une partir bonne avec des question. trucs et astuces. Là, c'est Ouais. une formation, hein, cette émission, je le rappelle. Je pense qu'il faut se reposer la question du sens. C'est-à-dire qu'en fait, une entreprise, est-ce qu'elle est dirigée par un homme ou une femme qui a décidé qu'elle allait créer le sens pour les autres, ou est-ce que ce sens, on va le trouver ensemble? Et une société qui n'aura pas trouvé la raison pour laquelle elle existe va disparaître. C'est exactement comme les civilisations. Les civilisations, elles ne sont pas attaquées par des barbares parce qu'elles sont très fortes. Elles sont Oui, mais attaquées tout ça par est des discutable. barbares. Donnez-nous un exemple de sens d'une entreprise. Eh bien, il va falloir que certaines entreprises puissent se reconsidérer le sens comme étant celui qui est la somme de tous les sens des personnes qui sont dedans. Il y a une entreprise, une grande entreprise actuellement qui fait du sportwear en France, qui est en train de redéfinir son sens. Ils sont 78 000 dans le monde. Il y a 31 000 salariés qui ont accepté de travailler ensemble sur à quoi on va servir dans 10 ans. Et s'ils arrivent à vraiment mettre ça en avant et vraiment à l'écrire et à vraiment le vivre, alors ce sera la communauté qui va gérer ça. Il y aura toujours un directeur, il y a toujours un président, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est pas lui qui est obligé de penser pour 78 000 personnes. On va faire un mini-débat, si vous voulez bien, sur l'entreprise. Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise de considérer, je sais que ça va vous faire réagir les invités, le bonheur et donc les besoins, mais aussi le bonheur. On va faire un double débat en fait, hein. On s'est entraîné à ces deux débats, on va tâcher de mixer les deux, les besoins des collaborateurs et aussi leur bonheur. Qui veut réagir là-dessus? Qui veut être pour? Qui veut être contre? Est-ce que c'est à l'entreprise de s'occuper du besoin et du bonheur des collaborateurs? Qui veut être dans le club des pour? Moi. Alors, une pour ici, pour, ok, qui jouera le contre? Évidemment, évidemment, tout ça est scénarisé. Alors les pour, est-ce que c'est à l'entreprise de s'occuper des besoins et du bonheur? Je pense qu'une entreprise marche mieux au niveau des résultats comme au niveau de l'ambiance si elle privilégie l'humain. Et voilà. Voilà, ok, d'accord. Romain? Pour moi, l'entreprise, elle est même forcée, elle a l'obligation de faire ça en fait, parce que c'est peut-être le seul endroit en dehors de la société où on est dans un groupe qui est d'assez petite taille pour communiquer en fait entre tous les acteurs. Et enfin, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la rue, on n'a pas cette possibilité en fait, parce qu'on est soit on est proche des personnes, soit on les connaît pas assez, on n'a pas le temps de leur parler. C'est le seul moment qu'on a en fait de disponible pour pouvoir se remettre en question et pour pouvoir avancer ensemble. Et pour moi aujourd'hui l'entreprise elle est dans un mode où quand on le dit, son organisation elle lui permet pas en fait aux personnes qui sont en bas de discuter sur un même pied d'égalité avec les personnes qui sont en haut. Et du coup la personne ne peut pas se sentir écoutée, la personne ne peut pas s'exprimer librement. Donc c'est d'abord le rôle de Elle est pas mise l'entreprise sur un pour vous. Oui, c'est d'abord le rôle de l'entreprise. Qui est contre? C'est pas le rôle de l'entreprise de s'occuper des besoins et du bonheur? Oui, alors Roman, Alima. Moi je pense qu'il faut déjà aimer son métier avant de... je trouve ça normal d'aimer son métier pour qu'on aime ce qu'on fait après par la suite. C'est pas forcément au patron de... C'est d'abord aux collaborateurs de commencer. Oui, déjà c'est à nous-mêmes d'aimer son métier. Et après, c'est bien si le patron fait tout pour que ça se passe bien dans l'entreprise. Mais si on n'aime pas son métier et que le patron... Ça ne changera pas grand-chose. Oui, voilà, ça changera rien. C'est ça, c'est à moi de me remettre en question sur qu'est-ce que je fais là, en quoi ce que je fais est bien l'aboutissement de ce qui me plaît aussi. C'est ça votre discours. Romane. Oui, pour moi, je suis d'accord avec Alima, mais aussi un directeur est là pour faire un chiffre et réaliser un objectif en fin d'année. Et peut-être que c'est pas sa priorité de faire passer le bonheur avant la croissance de son entreprise et son chiffre d'affaires. Maud, vous voulez réagir?
Oui, alors c'est vrai qu'on pourrait prendre un petit bout de chacun. Parce Ouais, que surtout qu'on brouille les cartes en fait. Voilà, Avec tout à fait, notre parce débat, que- il est double, il y a besoin et il y a Voilà. bonheur. Alors maintenant, c'est vrai que c'est pas forcément à l'entreprise, et puis le mot bonheur, c'est peut-être un peu fort, mais je dirais que l'entreprise montre le chemin et soit en écoute de ses salariés pour justement travailler ensemble sur ce qu'ils attendent et non pas égoïstement sur ce qu'on attend. Et logiquement, ça doit être une réussite collective sur le résultat d'une entreprise, parce qu'on sait bien aussi qu'aujourd'hui, une entreprise, si elle n'a pas de résultat, elle ne réussit pas. Maintenant, voilà, c'est collectif, bien évidemment, et je pense que... mais voilà. Prendre en compte les besoins. Je donne pas tout de suite la parole à Christophe parce que je sais ce qui le titille dans le débat, c'est le mot bonheur particulièrement peut-être. Mais déjà répondre aux besoins de chacun, y compris les besoins personnels, d'accomplissement, de faire partie d'un groupe, de tranquillité, de sérénité, etc. Tous ces besoins personnels. Moi, je suis d'accord avec Maud. C'est aussi à l'entreprise. Moi, je suis d'accord avec Maud. C'est-à-dire, en fonction d'où on prend la question, la réponse est différente. Et moi, j'ai envie de la prendre de cette façon-là, en lançant le rapport sur la prise en compte des temps de vie. Moi, j'ai visité des campus de start-up en Californie, avec les start-up les plus performantes au monde, avec des jeunes, pas de vos âges, mais pas loin, où les mecs ont bien compris qu'il fallait des voitures électriques à disposition, des salles de sport, du bio le midi, et ils commencent à 7h, ils finissent à 22h le soir. Et moi, la question qu'il y a derrière, c'est est-ce que ça répond à un besoin ? Oui, de l'entreprise, parce qu'il faut qu'ils en mettent, et puis que là, que ça réussisse, et que ce soit performant pour faire du chiffre. Est-ce que ça améliore le bien-être ou le bonheur au travail ? Je ne sais pas. Sans doute pour certains, pas pour d'autres. Donc voilà, cette forme aussi d'améliorer le bien-être au travail, en tout cas à la mode anglo-saxonne, elle a beaucoup pris ces formes-là. Contribuer. C'est-à-dire on intègre tous les temps de vie dans l'entreprise. On peut faire du sport, on peut bien bouffer, on peut même voir des copains parce qu'il y a des salles organisées, on peut mettre de la convivialité partout, etc. Alors que moi, je pense qu'il faut de l'amour, je vais même plus loin, il faut de l'amour en entreprise. Mais de l'amour sur la vision de l'entreprise, sur le projet commun. C'est ça qui, pour moi... C'est un mot d'entreprise, le mot amour ? Eh ben, je faisais référence à une rencontre que j'ai animée la semaine dernière qui s'appelle Nouveau Pouvoir, Nouveau Leader, qui était avec le réseau Entreprendre à Valence. Et au bout d'un quart d'heure, un chef d'entreprise d'une boîte de transport et logistique multinationale a dit « Pour moi, la clé du leadership authentique, c'est enfin assumer le fait qu'il faut de l'amour en entreprise. » Mais ça, on entend souvent des dirigeants d'entreprise oui, parler d'amour. Et l'incarner en tout cas. Christophe Collignon fait partie de ces dirigeants d'entreprise. Mais est-ce que c'est un mot d'entreprise ? Est-ce que Bien c'est sûr. pas un mot purement privé d'abord ? Non, parce qu'en fait, je pense qu'il faut aimer les gens avec qui on fait, cette boîte. Les résultats que va faire une boîte, elle ne peut pas le faire sans les hommes et les femmes qui la composent. Et je ne peux pas trouver le bonheur des gens. Je ne peux pas vous trouver votre bonheur. Je sais pas faire. Donc en fait, il faut que je j'ai le un connais moi-même lâcher-prise. quand je suis collaborateur d'une C'est entreprise. compliqué, mais il faut que l'on arrive à avoir un lâcher-prise suffisant pour que les uns et les autres puissent trouver leur place. Une espèce de point extraordinaire où on serait juste au milieu entre ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, ce pour quoi on peut être payé et ce dont le monde a besoin. C'est pas ça l'ikigai? C'est un peu l'ikigai ou le sweet point qui est utilisé Ouais, chez alors allez-y Gore, expliquer aux États-Unis. aux internautes qui ne C'est la connaissent pas. rencontre de ce qu'on sait faire, ce qu'on veut faire, ce pourquoi on est fait. Non, Enfin, voilà, ce à ce quoi on pourquoi contribue peut être payé, sociétalement ce, aussi. Voilà, et c'est ce à ça. quoi on peut servir dans le monde. Et donc, en fait, c'est à partir du moment où on est vraiment en équilibre sur l'ensemble de ces sphères, qu'ils soient personnelles, professionnelles, amicales, et donc dans un contexte où on est vraiment effectivement reconnu, où on est aimé, qu'on peut donner le meilleur de soi-même. Et c'est parce qu'on aura réussi à chaîner l'ensemble de ces personnes, enfin à les mettre ensemble sur un projet qu'on aura défini ensemble, qu'on arrivera à les emmener très loin. Mais c'est certainement pas en trouvant le bonheur à leur place. Il n'y a aucune chance. Merci à vous. Une dernière réaction, Romane ? Moi, je pense que les entreprises veulent essayer de rendre heureux leurs salariés en proposant des structures adaptées comme les startups que vous avez décrites, juste pour qu'ils se sentent bien et soient plus productifs au sein de l'entreprise. Maud et Loïs pour le mot de la fin. Et aussi, je reviens à une citation de Ah, Christophe. alors Loïs d'abord et Maud ensuite. Ah, désolé. Allez-y. Je reviens à votre citation, Christophe, qui dit on ne motive pas les gens. Donc, en fait, on ne peut pas motiver les gens et on ne peut pas non plus les rendre heureux en étant patron. Alors pourquoi on parle de qualité de vie au travail alors ?
Parce qu'on doit être à l'intérieur, là où on va passer beaucoup d'heures dans sa journée, donc 8 heures, on peut être dans un environnement dans lequel on est très bien. Et on ne sera d'autant mieux qu'on arrive à le décider soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas au patron de prendre ça seulement en main, c'est à voir comment, avec l'ensemble de ses collaborateurs, on peut décider ensemble de ce qui ferait que nous serions bien et donc beaucoup plus productifs parce qu'on serait beaucoup plus heureux ensemble. Donc ce qui n'empêchera pas de faire une salle de sport, mais on décide ensemble de comment on l'a fait et pourquoi on l'a fait. Et du coup, on mettra peut-être un panier de basket parce que ça pourrait nous être utile. Ça pourrait être pas mal. Si on va tirer, voilà, Roman. Et en plus, ça basket dans l'entreprise. Ça peut amener une discussion autre que seulement la déclaration d'intention dans un recrutement, ce dont on parlait tout à l'heure avec Maud Houard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'ai envie de vous proposer une citation pour terminer. Ce fut un égoïste passionné par les autres. Qui a dit ça? Et à propos de qui surtout? C'est Emmanuel Macron qui a dit ça à propos de Jean d'Ormesson. Ce fut un égoïste passionné par les autres. Soyez égoïste dans le bon sens du terme, c'est-à-dire sachez ce qui est bon pour vous pour mieux rencontrer les autres, peut-être avec davantage de sérénité, de tranquillité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Maud Houard, Christophe Collignon, Jean-Philippe Magnin étaient nos invités. Merci. Merci à Philippe dans le public pour son témoignage de tout à l'heure. Merci bien sûr aux étudiants. On a passé un vrai moment de régal, on peut le dire. Au moins 9 sur 10 sur l'échelle du régal. Hein. On peut y aller, au moins, facilement. Les prochains étudiants, accrochez-vous quand même. Les BTS deuxième année en communication de l'école Pigier. Merci à Kevin Roland, merci à Nicolas Lossec, merci à Cyril Roland aux caméras, merci bien sûr à Ludovic Leray et toute son équipe d'Atlantis. Merci aux commerçants qui nous accueillent ici 3 fois par an. Merci bien sûr au service de la ville de Saint-Herblain, Olivier Josse, Céline Dodin, Emmanuel Grange. Merci à Rodolphe Collet au platine. Avec plaisir. Voilà, merci David pour le chef d'orchestre. Merci à vous. Et puis à très bientôt de réussir en 2019. Salut. Réussir, la chaîne qui donne envie d'agir.